Bien, bonjour à tous. Quelqu'un peut me confirmer que vous m'entendez bien? Oui, Ouais, super. Ok, donc aujourd'hui, on va faire la série sur la suite et fin de l'électrostatique avec le théorème de Gauss. Et puis, après, vous avez commencé aussi l'électrocinétique, donc c'est-à-dire en gros le courant, comment on se déplace le courant dans les fils. Voilà, donc on va faire ce répétitoire en deux parties. Avant qu'on commence, je crois que quelqu'un avait une question par rapport à la dernière fois. Je crois que c'était toi, Anaïs, non? Tu avais une question par rapport à l'électrostatique, non? Euh, tu veux bien me rappeler ce que c'était, cette question? Ah, Euh, ah, ok. Alors, attends, ce que tu m'avais dit, tu m'avais envoyé un message, tu m'avais dit, il me semble, c'était par rapport au... Ah, voilà, l'énergie du dipôle. Ouais. Alors, l'énergie du dipôle. Voilà, donc on a notre dipôle qui est constitué d'une charge négative et d'une charge positive, P. Et puis, on va placer ce dipôle dans un champ électrique externe, E. Donc, imaginons que E soit comme ça, le champ électrique externe soit comme ça. Là, en fait, tu as vu que P est aligné avec E, l'énergie du dipôle est minimale, hein, ça correspond à la configuration la plus stable, on pourrait dire. Et puis, en fait, ce que tu fais, c'est que, imagine que tu veux, je prends une autre couleur là, mais ton dipôle, il est fixé au milieu, et imagine que tu veux commencer à le faire tourner là. Euh, en gros, tu vas devoir utiliser de l'énergie. Pourquoi? Parce que, en gros, tu es d'accord à cause de ce champ électrique E, euh, la charge, euh, la charge positive est soumise à une force qui va comme ça, et la charge négative à une force qui va comme ça. Donc, quand tu essaies de le tourner comme ça, en gros, tu vas tu vas lutter contre la force euh, qui s'exerce sur la charge positive, et de même pour la charge négative. Donc, à l'inverse, si jamais tu te mets dans la configuration la moins stable, bon, je te le dis que c'est la moins stable, hein, on va voir pourquoi, mais c'est-à-dire qu'imagine que tu tournes ton dipôle et que tu le mets comme ça. Donc voilà, elle est comme ça, elle est comme ça. Bah, tu es d'accord que normalement, à peine tu le tournes, la force qui s'exerce sur cette charge positive, Q fois E, hein, va être comme ça. Alors que la force qui s'exerce sur la charge négative va être comme ça. Donc, si tu veux, normalement, le dipôle, il a tendance à s'aligner avec le champ. Donc, là, après bon, on peut le montrer, hein, mais qualitativement, si tu représentes l'énergie potentielle du dipôle en fonction de l'angle, elle est minimale. Elle est minimale quand c'est aligné et de même sens, et elle vaut moins, moins PE, et elle est maximale, elle vaut plus PE quand c'est aligné de sens contraire. Hop, comme ça. Et sachant qu'ici, je serai pour un angle de... Ça dépend comment on prend l'angle, mais on va dire que là, si je suis à 0 et là, je suis à pi. Ben voilà, je suis obligé de dire que là, c'était le 0. Là, je suis à... Enfin, moins pi sur 2, et ici, en moins pi. Alors, je ne sais pas s'il y avait quelque chose de plus précis que tu avais du mal à comprendre dans l'énergie du dipôle. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que la formule de l'énergie potentielle, c'est moins P scalaire E.
Je ne sais pas s'il y avait autre chose que tu n'avais pas compris par rapport à l'énergie du dipôle. S'il y a quelque chose de plus particulier, peut-être. Tu peux me répondre dans le chat. Ok, bon, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions sur l'électrostatique avant qu'on commence? Avant qu'on commence, je sais qu'il y avait beaucoup de concepts avant, donc là, normalement, c'est plus rapide ce qui va suivre. Hein, donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce que vous avez fait avant. Non? Ok. Bon, ben, on commence alors. Donc, première partie, c'est les exos sur le théorème de Gauss. Donc, théorème de Gauss, c'est loin d'être évident. On va dire que c'est un petit peu un coup de génie de M. Gauss, mais en fait, c'est assez pratique parce que finalement, la moralité, c'est que si vous voulez avoir le champ quelque part, et bien finalement, vous pouvez regarder que ce qu'il y a, entre guillemets, à l'intérieur. On va voir ce qu'on sous-entend par à l'intérieur. Et puis, en fait, tout se passe comme si vous observiez. Enfin, en gros, on peut résumer un certain nombre de situations à des situations plus simples. Par exemple, vous avez vu que si j'ai une sphère comme ça, chargée en tout avec 10 coulombs, par exemple, et que je veux savoir le champ électrique ici à une distance r du centre de la sphère, et bien en fait, ça revient exactement au même que d'avoir une charge ponctuelle de 10 coulombs et de calculer ce champ électrique au même endroit. Donc ça permet de faire des simplifications quand même. Bon, alors la seule difficulté du théorème de Gauss, c'est que il faut calculer des flux de vecteurs. Alors le flux d'un vecteur, c'est un petit peu compliqué. Hein. Si on veut faire bien, normalement, il faut faire une intégrale. Mais voilà, donc en gros, le théorème de Gauss, voilà, c'est le flux de E, le flux du vecteur E sur une surface fermée, c'est égal aux charges intérieures, Q1 sur epsilon 0. C'est ça que vous avez appris. Hein. Maintenant, qu'est-ce que le flux de E? Si je prends une surface, c'est en gros ça, la définition du flux de E, c'est la somme. Vous faites à chaque fois E fois la surface S, ou vous l'avez appelé A, je crois. Voilà, vous faites le champ électrique E fois la surface. Et vous devez faire la somme sur toutes les facettes de la surface fermée. Donc si vous prenez un cube, vous devez faire sur les 6 faces du cube. Si vous avez une sphère, c'est plus simple parce qu'une sphère, on peut dire qu'elle n'a qu'une face. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a cette histoire d'angle entre E et le vecteur surface, sachant que ce vecteur surface, attention, c'est un vecteur qui a pour norme la surface. Ça, c'est pas très difficile. Par contre, sa direction, c'est perpendiculaire à la surface, hein, au plan. Bon, concrètement, on s'arrange pour pratiquer ce théorème de Gauss sur une surface à laquelle E est soit parallèle, soit perpendiculaire. Je m'explique. Imaginons que vous vouliez appliquer le théorème de Gauss à pour calculer par exemple le champ généré par une plaque positivement chargée. Et ben vous allez prendre par exemple, ici vous allez dessiner par exemple un cube. C'est vraiment juste une méthode de calcul, hein, mais en gros, vous allez prendre un cube. Pourquoi? Parce que vu que vous pouvez déjà déduire que E, il est en tout cas, E, il est parallèle, enfin, il est vertical. Du coup, quand vous allez faire E fois, là, le vecteur A, on a dit que c'était perpendiculaire à la surface. Ben voilà, je suis pile parallèle. Par contre, sur les autres faces, là, le vecteur A sur cette face, il va être perpendiculaire à E. Du coup, quand je vais faire E scalaire A, ça va faire 0. Voilà. Donc, c'est ça un peu l'idée du théorème de Gauss. Et il faut toujours l'appliquer en gardant en tête les symétries du problème. Donc, quand vous êtes en symétrie sphérique, imaginez que vous avez votre sphère comme ça. Alors, pas la sphère où il y a les charges. Hein. La sphère où il y a les charges, on va la mettre à l'intérieur. Mais imaginons que vous voulez appliquer le théorème de Gauss autour de cette grande sphère.
Et bien là, quand on dit que le vecteur A il est perpendiculaire à la surface, bah, ça veut dire du coup il serait comme ça, hein, perpendiculaire à la surface. Et du coup, vous voyez que c'est assez pratique parce qu'en fait, vu que j'ai aussi cette symétrie, je sais que E est radial, donc E et le vecteur A seront toujours dans le même sens, ce qui fait qu'en fait, quand je fais E scalaire A, en fait, je vais pouvoir m'affranchir de ce calcul. Et souvent, hein, je vais écrire souvent égale, en fait, tout simplement E fois la surface totale. Ou voilà, surface totale. Faudrait préciser où E est parallèle à A, hein, parce qu'évidemment, quand j'ai le carré, c'était pas la surface totale, c'était la surface, c'était que celle-là, et puis celle qui est en dessous aussi, hein, parce que là aussi, E et le vecteur A sont parallèles, alors que sur toutes les autres surfaces, E était perpendiculaire, donc E scalaire A, ça valait 0. Je suis désolé, c'est un petit peu long à expliquer, mais vu qu'il y a 4 exos dessus, je pense qu'il vaut mieux commencer par les bases. Ok. Donc, on va commencer par l'AC pour rester sur ce même sujet. Avant qu'on commence sur cet exo, vous avez des questions sur le théorème de Gauss ou pas? Non? Non, c'est bon, moi. Ok, bon, bah, Merci. on va commencer avec cet exo alors. On veut savoir le champ électrique E2 dans la région 2, donc c'est-à-dire en gros, quand on est à l'extérieur de la sphère. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si j'applique le théorème de Gauss, par exemple, sur cette surface en pointillé, euh, j'obtiens que E fois la surface pour laquelle le champ électrique E est perpendiculaire à S. Bon là, S, évidemment, le vecteur S, quel que soit l'endroit, il sera à chaque fois perpendiculaire à la surface, hein, donc dans le même sens que E. Donc je peux écrire que c'est E fois la surface totale qui vaut la surface d'une sphère 4πr2. Voilà. Donc le flux de E à travers la surface, c'est ça, et le théorème de Gauss me dit que c'est la charge qui est contenue à l'intérieur de cette surface fermée, et là on vous dit que cette charge, elle vaut Q. Voilà. Donc charge contenue dans la surface sur epsilon 0. Voilà. Et du coup, ça vous permet de déduire que E, c'est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R2. Et en fait, vous n'êtes pas trop surpris parce que cette formule, c'est celle qui s'applique pour une charge ponctuelle. Et c'est ce qu'on vient de dire. En fait, quand on a une symétrie, sphérique comme ça, en fait, du moment qu'on est à l'extérieur, on est affecté que par les charges qui sont à l'intérieur. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce théorème de Gauss, imaginez que vous commencez à rajouter, alors il faut conserver la symétrie sphérique, hein, mais imaginez que vous commencez à rajouter une autre sphère ici, négativement chargée, et puis ici une autre positivement chargée, etc. Tout ce que vous venez d'écrire en R, et puis en tous ces points-là d'ailleurs, reste valable, parce que vous ne regardez que ce qui est à l'intérieur. Donc vous n'allez pas être affecté par les sphères qui sont à l'extérieur. C'est ça un peu le truc à comprendre du théorème de Gauss. Voilà, donc ça c'est vrai. Ensuite, la norme du champ électrique en B, est-ce que c'est plus grand qu'en A? Ben non, vous vous éloignez, hein, vous vous éloignez, et là on vient de montrer qu'à l'extérieur, ça décroît en 1 sur R2. Donc en B, ça sera plus petit qu'en A. Alors maintenant, les questions A et B, elles, n'ont pas vraiment à voir avec le théorème de Gauss, mais c'est plutôt un autre concept qui est quel est le champ dans un corps qui est un conducteur. Vous savez qu'un conducteur, c'est ce que j'ai mis sur la droite, c'est pour ça que j'ai mis ce petit schéma, il faut imaginer ça comme en gros un réseau d'atomes et dans lesquels les électrons sont très libres de se déplacer. Alors là, bon, ils sont tous plus ou moins centrés autour de leur atome, mais il faut imaginer qu'en fait, c'est vraiment un nuage d'électrons et ils peuvent se déplacer un petit peu comme ils ont envie, soit complètement à l'extérieur de la sphère, soit complètement à l'intérieur, soit de manière homogènement répartie, soit de manière asymétrique. Ils sont vraiment libres de se déplacer.
Sachant qu'il y a un moment donné, quand on regarde les choses, c'est qu'on est à un état d'équilibre. Hein. Donc, quand on est à un état d'équilibre, là, il ne se déplace plus. Hein, parce que sinon, ça veut dire que vous n'êtes plus à un état d'équilibre, par définition. Hein. Et pour garantir que vous êtes à un état d'équilibre, dans le conducteur, à l'équilibre, c'est nécessaire que, dans un conducteur, on ait ce champ E qui soit nul. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas nul, parce que si E était différent de 0, ben les électrons seraient soumis à une force qui serait égale à Q fois E, qui serait différente de 0, et les électrons continueraient à bouger, et du coup, on n'est pas dans un état d'équilibre. Ce qui est absurde, puisque c'est ce qu'on avait supposé au départ. Donc, dans un conducteur, le champ est nul. Voilà pourquoi le champ électrique E1 dans la région 1 vaut 0 et ne vaut pas Q sur 4pi epsilon 0 R2. Alors maintenant, la B est un peu plus compliquée. Le champ électrique à la surface de la sphère E en R vaut 0. Alors, moi je trouve que c'est un peu compliqué cette proposition parce qu'on dit à la surface de la sphère, mais en fait on ne vous dit pas si on est encore sur la sphère ou si on est juste à l'extérieur. C'est pour ça que je trouve qu'elle est un peu difficile. Mais en tout cas, manifestement, dans le corrigé, on vous disait qu'on était clairement à la surface et plus à l'intérieur, hein, parce que sinon ça vaudrait 0. Et là, c'était une réponse fausse. Alors, comment on explique ça? Alors déjà, il faut juste avoir quelque chose en tête, c'est que E, alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire, mais E n'est pas continu. Hein. E n'est pas une grandeur qui est nécessairement continue. Ça veut dire quoi? Bah, vous vous rappelez de cette plaque positivement chargée? Si vous vous rappelez, dans le cours, vous avez vu que le champ E ici, il vaut sigma sur 2 epsilon 0, comme ça. Et de l'autre côté de la plaque, sigma sur 2 epsilon 0, mais comme ça. Donc vous voyez qu'en fait, quand je passe d'un côté à l'autre de la plaque, même si la distance elle est infiniment petite, eh ben, mon E il varie de manière très grande, hein, parce qu'il y a une différence vous faites moins sigma sur epsilon 0 pour tomber sur l'autre E. Donc E peut très bien être, entre guillemets, victime d'une discontinuité. Il n'y a pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe ici. Vous avez E qui vaut 0. Vous avez E qui vaut 0 dans le conducteur. Et par contre, à partir du moment où vous êtes à l'extérieur du conducteur, le théorème de Gauss, si vous l'appliquez, vous dit que on a ça, hein, ce qu'on vient de dire. Et du coup, E vaudra Q sur 4 pi epsilon 0 R2, avec, en remplaçant petit r par le rayon de la sphère. Donc en fait, E, il y a une discontinuité entre l'intérieur du conducteur, et ça vaut 0, et puis le théorème de Gauss, qui s'applique en théorie à l'extérieur de la sphère, mais si vous êtes à la surface, manifestement aussi. Alors vous me direz, comment je fais pour concilier les deux là parce que je suis sur la sphère, donc est-ce que j'applique le 0 ou est-ce que j'applique le Q sur 4 pi epsilon 0 R2? À votre avis, est-ce qu'il n'y a pas un problème du fait que si je dis que c'est ce qui est dans le corrigé là, que E c'est Q sur 4 pi epsilon 0 R2 à la surface, est-ce que j'enfreins la règle qui dit que le champ doit être nul à l'intérieur du conducteur? Il y a quelqu'un qui voit ou pas? Je ne sais pas s'il a insisté là-dessus dans le cours, c'est pour ça que je vous demande. Répéter. Comment? Non? Répéter. Tu peux répéter? En gros, bon, pour la proposition B, on a dit E ici vaut 0 parce que je suis dans un conducteur et le champ doit être nul dans un conducteur. Ouais. Ensuite, on s'est éloigné de la surface petit à petit. Et là, on se place à la surface. On a dit quand je suis à l'extérieur, j'ai E, si je suis à peu près en R, là, E qui vaut Q sur 4 pi epsilon 0, grand R au carré, à la surface du conducteur, mais plutôt à l'extérieur. Si maintenant je suis pile à la surface, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, qu'est-ce que j'applique? J'applique E égale 0 ou E égale Q sur 4 pi epsilon 0 R2? Moi, je Et- dirais que c'est différent de zéro. Oui, je sais pas. Ouais, ok. Et alors, ouais, effectivement, c'est la bonne réponse.
Mais la question, c'est pourquoi? Est-ce que en faisant ça, tu es en train d'enfreindre le raisonnement qu'on a dit là, en disant que E était nul dans le conducteur parce que sinon les charges allaient se mettre à bouger, etc., etc. En fait, je sais pas, mais juste comme je sais que c'est réparti à la surface, je sais, j'aurais dit que c'est différent de zéro, mais je comprends pas trop par rapport. Ouais. Ouais, Alors, en fait, enfin, pourquoi c'est valable de dire ça et pourquoi on n'est pas en train d'enfreindre ce même raisonnement qui nous a dit que E devait être nul à l'intérieur du conducteur? Parce qu'en fait, quand je suis à la surface du conducteur, imaginez que je suis une charge à la surface ici, même si, alors E peut avoir une composante comme ça. En fait, vu que je suis déjà à l'extrémité du conducteur, ma charge, elle ne pourra pas bouger plus loin. Donc, je peux quand même être en statique. Je peux quand même avoir une charge immobile. Par contre, ce qui est interdit à la surface du conducteur, ce qui serait interdit, c'est d'avoir une composante de E qui serait euh, perpendiculaire, parce qu'à ce moment-là, ma charge pourrait se mettre à bouger comme ça. Hein. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que E est nul dans le conducteur parce que les charges, on a dit qu'elles ne bougeaient pas à l'équilibre. Et à la surface, E peut, enfin, c'est la composante de E perpendiculaire à la surface qui est autorisée à ne plus être nulle. Hein. Par contre, ça, la composante tangentielle, forcément, elle est nulle. Hein, parce que sinon, la charge se mettrait à bouger le long de la surface, ce qui n'est pas possible. On a dit qu'on était en statique et que les charges ne bougeaient plus. Voilà, bon, je préfère faire le raisonnement jusqu'au bout, mais C'est possible de juste répéter ça, j'ai pas entendu la fin. ouais, à la fin. Alors j'ai dit en gros, à l'intérieur du conducteur, E est nul. Parce que s'il n'était pas nul, les charges se mettraient à bouger. Maintenant, si je suis à la surface, donc imagine une charge qui est là, s'il y a un E, elle va se déplacer, par exemple, elle va être repoussée, etc. Donc c'est pour ça qu'on a dit que E était nul dans le conducteur. Bon, maintenant imagine tu arrives au bout de la surface, là, ici. Imagine que E n'est pas nul, hein, que E est comme ça. Eh ben ça va tout aussi bien, ça n'enfreint pas ça implique pas forcément que ta charge se mettra à bouger parce que tu es déjà tout au bout du conducteur. Donc la composante radiale de E peut très bien être différente de zéro quand tu es à la surface, sur la surface du conducteur. Par contre, la composante tangentielle, hein, est forcément nulle. Bon, ici c'est évident parce qu'on a une symétrie sphérique, c'est évident que E de toute façon est radial. Mais si vous étiez dans un autre problème, c'est un principe qui est valable, c'est que E tangentiel est nul à la surface d'un conducteur. En gros, quand vous avez un conducteur, à la surface, le champ est toujours perpendiculaire. Par exemple, imaginez, voilà, encore une fois, vous avez une symétrie sphérique, c'est facile, c'est toujours radial, E, mais imaginez que vous avez un conducteur qui a cette forme-là, eh bien, E, il est nul à l'intérieur, et à la surface, on ne sait pas trop sa direction parce qu'on ne sait pas le signe, mais en gros, à la surface, E sera forcément perpendiculaire à la surface. Vous voyez? Ok. Ok. Mais aussi, j'avais une question parce que j'avais fait un autre exercice. En fait, c'était une sphère. Et après, à l'extérieur, il y avait encore une autre sphère. Et du coup, entre, il y avait comme un espace. Et du coup, dans l'espace, il disait que comme c'était une sphère creuse, c'était que l'énergie à l'intérieur, elle était égale à zéro. Enfin, oui. Mais enfin, E interne est égal à zéro. Mais pourtant, on est quand même, du coup, enfin, à l'extérieur de la sphère. Enfin, on n'est plus dans la première. Enfin, Euh, peut-être je peux envoyer une photo, mais ouais, je veux de... bien. Je pense que je vois de quel exercice tu parles parce que on m'a déjà Ah, fait des commentaires. Mais alors, c'était pas sur ce même concept-là, c'était plutôt sur l'explication. Mais je veux bien que tu envoies la photo dans le chat parce que comme ça je pourrais voir ça. Donc, je regarderai. Si tu me l'envoies là, je regarde soit pendant la ok, séance, soit à la fin. merci. Ok, c'est bon pour celle-là. Bon, alors ça c'était un exo dur. Hein. Celui-là, on est d'accord, le 1, c'est pas le genre d'exo qu'on a envie d'avoir à l'examen. Par contre, les autres exos, parce qu'il y en a qui m'ont demandé est-ce que la physique, ça devient dur, etc. Bon, bah,
faut toujours travailler juste le minimum pour au moins faire les points sur les questions faciles. Par exemple, voilà, théorème de Gauss qui vous dit qu'en gros, avec le coup de regarder juste la charge qui est à l'intérieur, par exemple sur ce type d'exercice, ça peut être rapidement résolu. Voilà, donc là, typiquement, si je prends la surface 2, cette surface-là, le flux de E à travers la surface 2, c'est égal à la charge intérieure qui vaut moins Q sur epsilon 0. Donc, cette A, elle est correcte. Le flux de E à travers la surface 3, c'est égal à la charge qui est contenue ici, c'est-à-dire 0 sur epsilon 0, c'est-à-dire 0. Donc, le flux de E à travers la surface 3 est nul. Le flux de E à travers la grande surface 4, à l'intérieur, les charges valent moins Q plus Q0. Donc, il est nul aussi. Et D, après avoir retiré la charge moins Q. Ok, donc j'oublie cette charge moins Q. Les flux de E traversant les surfaces 1 et 4 sont égaux. Voilà. À travers 1, j'ai quoi comme charge? En gros, le flux de E à travers la surface 1, c'est plus Q sur epsilon 0. Et puis le flux de E à travers la surface 4, c'est égal. Je regarde les charges qu'il y a à l'intérieur. On a dit que j'avais supprimé moins Q, il ne me reste que plus Q sur epsilon 0. Donc effectivement, c'est les mêmes. Hein. Okay. Juste pour souligner, attention, on parle des flux, on parle du flux de E, hein, on ne parle pas de E. Donc, par exemple, si je vous dis est-ce que E ici et E ici sont les mêmes? Bah, bien évidemment, non. Hein. E ici elle sera plus faible hein, à l'extérieur. Et là, on parle du flux de E, c'est-à-dire qu'on fait la somme sur toute la surface. Ça va pour celui-là? Oui, ça va. Ouais, bah, celui-là, par contre, effectivement, celui-là, on aurait bien aimé l'avoir à l'examen, je pense. Toujours dans le même esprit, on a ces 3 charges. Là, on sait que j'ai 2 Q. Ça, en gros, c'est ce que vous connaissez. C'est ça. En gros, on vous dit juste qu'en 2, j'ai 2 Q. Par contre, en 1, on vous dit Q1, et en 4, on vous dit Q4, mais vous ne savez pas vraiment combien elles valent, ces charges. Mais, heureusement, on vous donne aussi des flux. On vous dit, en 4, le flux, c'est moins 2Q sur epsilon 0. Ouais, du coup, en fait, autrement dit, on vous a donné la charge du Q4. Hein. Ça veut dire que les charges qui sont à l'intérieur de la surface 4, c'est moins 2Q. Donc ici, vous avez moins 2Q. Et puis, du coup, en fait, vous allez pouvoir en déduire la charge totale qui est dans ce carré, qui doit valoir moins 2Q. Hein. Donc, moins 2Q, c'est la charge totale contenue dans ce grand carré. Donc, c'est-à-dire la charge de Q, ici, plus la charge moins 2Q, ici, plus ma charge Q1 que je ne connais pas. D'accord? Donc, ça veut dire que ça et ça se simplifie. Et du coup, j'ai que Q1 doit être égal à moins 2Q. Donc, maintenant, c'est bon. Je connais Q1, c'est moins 2Q. Et connaissant Q1, on peut en déduire le flux du champ E à travers la surface 1, phi1, qui vaut la charge à l'intérieur, moins 2Q, sur epsilon 0. Ouais, ça doit être ça. Ça nous donner la réponse B, du coup. OK. Question pour celui-là? Non, c'est tout bon pour moi. Okay. N'hésitez pas, hein, si vous avez... N'hésitez pas à m'interrompre. Bon, alors maintenant, il y a le fameux exercice d'approfondissement sur un condensateur cylindrique.
Bon, on va faire le début au moins juste pour voir que le théorème de Gauss peut vraiment s'appliquer à toutes les géométries possibles. Ouais. Donc, on veut d'abord commencer par dans les régions 1 et 3. Ah oui, c'est ça. Bon, en fait, on va appliquer le théorème de Gauss. On va commencer par l'appliquer à une géométrie cylindrique. En fait. Attends, juste que je ne me trompe pas. 1, c'est l'armature. Ouais, 1, c'est l'armature positivement chargée. Il y a des charges plus ici, là. Et puis en 2, ouais, c'est ça. Et puis en 2, ici, j'ai des charges négativement chargées. Donc voilà votre condensateur. Il est constitué de tout ça. Ouais. Donc, en gros, ce que je peux faire, c'est... Alors, pour des considérations de symétrie, toujours pareil, on a E qui va être radial. C'est-à-dire que si je dessine mon condensateur de profil, en tout point du plan, donc ici, bon, mauvais exemple, mais ici, par exemple, E va être radial. Ici, il va être comme ça. Il suit les rayons du cercle qui a ce centre-là. Bon, maintenant, si je veux calculer le champ E, bon, on va prendre direct, en fait, on va le calculer le champ ici, entre les deux armatures d'abord. Et puis après, on verra qu'avec le même raisonnement, on pourra trouver aussi exactement de la même manière le champ dans un cercle de rayon plus petit ou au niveau d'un cercle de rayon plus grand. Donc là, je rappelle, c'est mes charges positives. Et ici, les négatives. Hein. Donc j'applique le théorème de Gauss, c'est-à-dire que je veux calculer la somme de E fois la surface en comptabilisant que les surfaces pour lesquelles E et S sont parallèles. E fois S doit être égal à la charge antérieure sur epsilon 0. Donc, encore une fois, attention, hein, je me mets à une distance R ici du centre. Donc, E à une distance R fois alors la surface pour laquelle E est parallèle. Bon, là, par contre, c'est bien de revenir à la 3D. En gros, ce que j'ai fait, c'est un autre cylindre comme ça. Je dois calculer la surface du cylindre, mais que la partie de la surface pour laquelle E va être alors parallèle, attention, parallèle au vecteur surface, mais du coup perpendiculaire à la surface, puisque le vecteur surface, par définition, il est perpendiculaire à la surface. Voilà, donc en gros, je vais comptabiliser que cette surface-là et pas ces surfaces latérales, parce que là, le vecteur surface, il est comme ça. Donc E fois cette surface-là, qui vaut L fois 2πr, hein, doit être égale à la charge intérieure. Alors je vais mettre Q1 parce qu'on va l'adapter aux trois situations, plus petit que A, entre A et B et plus grand que B. Q1 sur epsilon 0. Donc ça vous donne la valeur du champ électrique à une distance R. Ça vaut alors Q intérieur sur alors 2pi epsilon 0 R. Bon, il y a 1 sur L qui vient là. Voilà. Donc vous voyez que c'est un peu particulier parce que quand je suis en symétrie sphérique, E, il décroissait en 1 sur R2. Quand j'étais en symétrie plane, E, c'était toujours le même. Il n'y a pas de décroissance. Et quand je suis en symétrie cylindrique, il décroît en 1 sur R. Voilà, c'est la géométrie qui veut ça, en fait. Alors, oui, à supposer que la charge intérieure soit pas nulle, bien sûr.
Donc, bien sûr, tout ça reste valable si j'avais appliqué ça à un cercle plus petit, de rayon plus petit que A, ou un cercle très grand qui englobe les deux armatures. Mais à ce moment-là, Q1 vaudrait 0, puisque dans le premier cas, il n'y a juste pas de charge. Et dans le cas où j'englobe tout, j'ai plus Q moins Q, donc la charge intérieure vaut 0 aussi. Donc vous avez encore ce principe que le champ est nul, strictement nul, à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Donc ça, en fait, c'est pas une approximation, c'est vraiment ce qui se passe. Le champ est nul à l'extérieur du condensateur, comme pour les condensateurs plans. Et il décroît en 1 sur R à l'intérieur. Donc là, on a fait la A et la B, mine de rien. Bon, et puis après, c'était l'histoire du potentiel. On vous donnait la formule du potentiel. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai. Normalement, en fait, c'est V de R moins V de A qui vaut moins l'intégrale de A à R, puisque c'est que le potentiel il est toujours défini à une constante près. Et en fait, cette constante, ça dépend de là où on commence, tout simplement. De ER, DR, bon, ça, c'est du calcul, mais en gros... il y a quelqu'un qui a levé la main. Tiens, je ne sais pas si c'est volontaire. Quelqu'un a une question, non? Non, désolé, je me suis trompée. Ah, ok. Alors, Oui, en général, il n'y a pas besoin de lever la main. Vous pouvez m'interrompre sans autre. Voilà. Donc, si je fais ce calcul-là, bon, c'est très calculatoire, mais en gros, ça va me faire V de R moins V de A égale l'intégrale de A à R. Alors, on veut le faire entre A et B. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la différence de potentiel VB moins VA de bon, voilà, Q1 sur L 2 pi epsilon 0. Mais en gros, ce qui est important, c'est que c'est du 1 sur R. Et puis quand vous faites, là on vous donne l'intégrale de 1 sur R, vous faites juste ln de R. Donc finalement, VB moins VA, ça va être égal à moins tout votre truc. Là, ça c'est juste une constante, on s'en fout. Et après, vous faites ln de B sur A. Enfin, ln de B, pardon, moins ln de A. Du coup, ça fait ln de B sur A. Mais bon, là, je ne vais pas m'attarder trop parce que c'est des maths. Et d'expérience, et ça, je pense que le prof vous l'a dit, on demande rarement, enfin, c'est rarement demandé en tout cas à l'examen de faire des choses aussi calculatoires. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Par contre, non, la dernière, ça, c'est... La dernière, enfin, on peut la faire. Ça, c'est en gros, c'est quoi la définition de la capacité C? Ça, c'est une formule, par contre, qui est bien à connaître. C'est que Q égale CU. Donc, autrement dit, la capacité, vous prenez la charge du condensateur, qui est sur une ou l'autre des armatures, et vous divisez par U, c'est-à-dire la différence de potentiel. Donc là, ma capacité, si j'utilise cette formule, c'est égal la charge sur la différence de potentiel. Et bien j'utilise ça, Q1 sur ma différence de potentiel delta V, ça va être égal à ln de B sur A. Je fais passer le delta V en bas, donc... Ah non, attends, du coup... Ah non, c'est l'inverse, pardon. Ouais, donc ça fait L de pi epsilon 0 sur ln de B sur A. Voilà, normalement, ça fait ça. Voilà, ça, c'est la capacité du condensateur. Et qu'advient-il de la capacité si on réduit A et si on réduit B? Si on réduit A, bon après, il faut voir en gros, c'est les calculs de limite. Si je réduis A, le log augmente, donc les capacités diminuent. Et puis si on a une question là. Ah oui, ça c'est la... Quelqu'un qui m'envoie la question supplémentaire. Je
Je vais regarder ça je vais regarder ça en fin de répétitoire. Si vous... Ouais, c'est bien ça. On fera ta question en fin de répétitoire, si tu veux bien. J'ai bien reçu le fichier. Ok, merci. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour aller plus loin, quoi. Mais c'est assez calculatoire et c'est... Voilà, la dernière question, c'est une calcul de limite. Voilà, vous regardez ce qui se passe quand A devient petit ou quand B devient plus petit dans ce calcul, comment ça affecte la capacité. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur Gauss avant qu'on passe à l'électrocinétique? Je voulais juste savoir par rapport à la question, c'était la question 1, comment? Le champ, il est nul, mais est-ce qu'on peut dire que c'est quand même égal à Q sur 4pi epsilon r carré ou pas? Où ça? Pour le A. Alors, le champ dans la région 1 vaut Q sur 4pi 0 R2. Alors, vu que Q est différent de 0, ce serait pas cohérent de dire que ça vaut à la fois les deux, que ça vaut à la fois 0 et à la fois Q sur 4pi epsilon 0 R2, tu es d'accord? Je sais pas. Ouais, en fait, ce qui est important là, c'est que c'est une sphère conductrice. Donc, le champ est nul à l'intérieur. Alors, pourquoi cette expression est fausse? Pourquoi cette expression est fausse dans le conducteur? C'est qu'en fait, on ne sait pas comment sont réparties les charges. Et quand si tu voulais faire le théorème de Gauss ici, tu devrais prendre seulement les charges qui sont là. Tu vois? Or, tu ne peux pas dire que ici tu as Q. Parce que Q, c'est la charge totale. Mais tu ne sais pas quelle est la charge contenue à cette distance dans la sphère, tu vois. Ok. Ouais. En gros, cette formule Q sur 4pi epsilon 0 R2, en gros, le Q, il faudrait qu'on mette Q. Elle serait valable si on mettait Q int. Mais sous-entendu, la charge intérieure, en gros, là, on te dit le champ E à une distance petit r, la charge intérieure à la sphère de rayon petit r. Mais le problème, c'est qu'en fait, on ne connaît pas cette charge intérieure. D'accord? Donc, si tu voulais utiliser cette formule avec le théorème de Gauss, ce serait compliqué. Donc, on utilise plutôt la propriété du conducteur qui dit que le champ est nul. Et du coup, en fait, ça nous dit que la charge intérieure dans cette sphère est... enfin, la sous-sphère à l'intérieur vaut 0. Mais comme ça, ça aurait été compliqué d'utiliser le théorème de Gauss à l'intérieur. Alors, par contre, si tu avais eu une sphère, c'est une bonne question que tu poses, si on avait eu une sphère à ce moment-là non conductrice, une sphère non conductrice uniformément chargée, plus Q. Donc voilà, là, les charges, attention, ce n'est pas un conducteur, c'est une sphère uniformément chargée avec que des charges positives qui sont fixes et qui ne peuvent pas bouger. Hein, ce n'est pas un conducteur. À ce moment-là, on pourrait te demander que vaut E à une distance R du centre à l'intérieur. Et ça aurait été une nouvelle question, ça. Et alors là, tu aurais fait ce raisonnement. C'est-à-dire que tu aurais dit, tiens, je suis à l'intérieur de la sphère, donc je vais prendre, si je veux E à cette distance R, E de R, je vais appliquer le théorème de Gauss. Je vais écrire que E de R fois la surface, 4pi R2, est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Et ça me donne, c'est pas fini, hein, mais ça me donne en tout cas, dans un premier temps, que E vaut Q int sur 4pi epsilon 0
R2. Alors, question. Vous êtes prêts? Est-ce qu'il est vrai de dire que le champ décroît en 1 sur R2 à l'intérieur de cette sphère non conductrice? Oui. Alors, il y a un piège, parce qu'en fait, j'ai mis Q int là. Mais il augmente aussi. voilà, très bien. La charge, en fait, plus tu augmentes ton rayon, plus le nombre de charges qui est à l'intérieur va augmenter. Donc, en fait, vu que je dis qu'elle était uniformément chargée, il faut dire que la charge intérieure, c'est la densité de charge, ρ, fois le volume de ta petite sphère rouge, qui vaut 4 tiers de pi fois r cube. Et là, bah, je recopie ce que j'avais écrit, 4 pi epsilon 0 R2. Le R2 et le R cube, il ne me reste plus que R au numérateur. Donc en fait, le champ électrique, dans la sphère, il augmente parce qu'il y a de plus en plus de charges à l'intérieur. Donc en fait, ça fait quoi? Le champ, il augmente linéairement en R. Et après, à partir du moment où j'ai quitté la sphère, il décroît en 1 sur R2 comme ça. Voilà. Donc, tout ça pour bien souligner le fait que quand j'applique le théorème de Gauss, ce qui compte, c'est les charges à l'intérieur de votre sous-sphère que vous faites. Et du coup, là ça, c'était pas Q, parce que dans ce petit bout de sphère, c'était pas Q qu'il y avait en l'occurrence pas de charge. Voilà. Alors, pour la partie électrocinétique, je garde un œil sur l'heure. Ouais. Bon, la partie électrocinétique, c'est plus des petits calculs, enfin plus ou moins petits calculs, mais bon, l'idée c'est que je ne vais pas jouer la calculatrice, mais par contre je peux vous expliquer volontiers ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir ici, c'est la résistance, le rapport entre la résistance totale et puis la résistivité ρ. R, en gros, la résistance R, c'est votre matériau fini. Alors que ρ, c'est une propriété de la matière. Hein. Si vous avez un cube d'un certain matériau, je ne sais pas, du tungstène, du cuivre, n'importe quel matériau, il sera caractérisé par sa résistivité ρ. Ensuite, en fonction de la forme que vous allez donner au fil, eh ben, votre produit fini aura une certaine résistance R. Donc le fil, bien sûr, en général on parle de fil, hein, il est caractérisé par sa longueur et puis son diamètre ou son rayon, hein, on va dire R. Mais en fait, le rayon, il va surtout impliquer une certaine section, une certaine surface du fil. Et du coup, la résistance, en fonction de la résistivité, plus la longueur est grande, plus vous aurez de la résistance. Hein, donc, L, il est là. Par contre, plus la surface est grande, bah, moins ça va bloquer. C'est un peu comme un tuyau. Plus un tuyau est grand, plus facilement vous allez faire passer du liquide. Donc, la surface est au dénominateur. Voilà. Donc là, je pense que c'était juste ça qu'il fallait calculer. En gros, ouais, c'est ça. On vous donnait ρ, on vous donnait la longueur et on vous donnait... Alors attention, si c'est le diamètre qui vaut 10 cm, le rayon vaut 5 cm et puis la surface, elle vaut pi fois 5 10 moins 2 au carré. On va se planter là-dessus. Donc je peux trouver la résistance, hein, et puis vu qu'on donne la tension, il faut bien sûr garder à l'esprit U égale RI. Et puis du coup, vous trouvez l'intensité avec I égale sur R. Voilà. Ouais, là juste, j'ai eu un petit coup. C'est que pour calculer la surface c'est bien la section. Hein. Parce que là, j'ai eu un petit doute entre la section et puis toute l'air du cylindre, tu vois. Mais vu qu'elle, il est déjà là sur le numérateur, ouais. on considère la section. Ouais. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que tes électrons, en gros, ils se déplacent comme ça.
dans le film. Donc, tout ce qu'ils ils ne voient que la section, eux. Ils ne voient pas le tour. Hein. Donc, voilà. Question par rapport à cet exo, à part celle-là? Tu as bien fait d'insister parce que c'est vrai que si on prend la surface, le périmètre, bah, par exemple, dans l'exercice d'avant, avec Gauss, on prenait justement l'inverse, on prenait ça. Alors que tu as bien fait d'insister. Alors, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais juste, j'en profiter parce que j'ai pensé à ça l'autre jour, faire une analogie avec la mécanique des fluides. En gros, votre loi d'Ohm, si vous êtes en électricité ou si vous êtes en fluide, vous avez une loi d'Ohm et vous avez une formule pour la résistance. Bon, ça c'est plus conceptuel, mais je pense que ça peut aider à retenir. En électricité, la d'Ohm, c'est U égale RI. En mécanique des fluides, c'est delta P égale RQ. Donc l'intensité électrique est l'analogue d'un flux. D'un flux. Et la différence de potentiel est analogue à une différence de pression. Dans les deux cas, vous avez ce R, cette résistance. Cette résistance en électricité réelle, c'est égal à ρ fois L sur S. Ça, c'est tout des formules du formulaire que je vous mets là. Hein. Voilà. Et donc, en gros, ou S, tiens, je vais mettre la formule... je vais mettre la formule en fonction du rayon, pi R2. Voilà. Donc, la résistance, elle décroît en 1 sur R2 en électricité. Et je vais vous poser une question, est-ce que c'est aussi le cas en mécanique des fluides? Pardon, excusez-moi, j'ai une petite interruption. Oui, donc du coup, je n'ai pas entendu si vous avez répondu. Est-ce que c'est le cas en mécanique des fluides? Non? Est-ce que ça décroît en quoi la résistance en fonction du rayon en mécanique des fluides? Ça, vous l'avez vu dans le système cardiovasculaire? Non? Bon, je vous aide. En gros, si je veux faire un parallèle avec ça, il faut se méfier parce qu'en fait, bon, alors. Pas les différences de pression. Enfin, Ouais, alors delta P égale RQ, ça c'est ouais. effectivement une différence de pression, mais tu sais que dans delta P égale RQ, tu as ta résistance qui te sera donnée par une certaine formule. Là le R c'était ρ L sur S, et dans delta P égale RQ, la résistance de l'autre Poiseuil, elle te dit que c'est... Ouais, la viscosité. Ouais, voilà. Voilà. Donc la résistivité, son analogue en mécanique des fluides, c'est la viscosité. Et là, il y a quelqu'un qui sûrement m'a répondu dans le chat, ouais, en R4, c'est ça. Donc c'est là où c'est pas pareil. En fait, il y a beaucoup d'analogies. Il y a aussi la longueur hein, en mécanique des fluides, mais alors là, attention, c'est du R4, pas du R2. C'est la seule différence. Donc je vais l'entourer en vert. R4, alors qu'ici c'est R2. Alors ce que j'ai écrit, il y a sûrement un autre coefficient de proportionnalité ici. Je vais mettre fois une constante parce qu'il y a un 8, il y a un pi, bref, c'est des choses qu'on ne retient pas par cœur. Mais vous voyez que conceptuellement, c'est la même chose, en fait, hein, qu'on est en train de décrire, à peu près. À part le fait que la résistance fluide décroît en 1 sur R4, alors qu'elle décroît en 1 sur R2 en électricité. Voilà. Dans cet exo, je pense que c'était pour vous rappeler que quand on parle d'intensité électrique, c'est un peu contre-intuitif parce qu'en fait, on ne parle pas de la direction des électrons, mais on parle de la direction opposée. Donc, si j'ai une borne plus, une borne moins, bah, l'intensité, en fait, c'est par convention celui qui part de la borne plus. Donc, mon circuit, ça fait ça. Donc là, mes charges plus, elles se déplacent comme ça. Ça, c'est le sens du déplacement du sodium. Alors que mes
mes chlores, ils vont aller comme ça. Donc le courant électrique, il fait comme ça, hein, donc il va de gauche à droite. Après, si je veux savoir la valeur totale, ouais, ça c'est la formule, la formule fondamentale de l'intensité. I, c'est le nombre de charges par unité de temps. Ah oui, voilà. Et puis en fait, on vous donne le temps est en secondes, donc là on vous donne directement en 1 seconde le nombre de Na+ qui bouge, sachant que chaque Na+ est porteur d'une charge de 1 coulomb, de 1,6 10-19 coulombs, la charge de l'électron. C'est l'unité de charge fondamentale. Mais par contre, le truc auquel il fallait se gaffer aussi dans l'exo, c'est que si vous pourriez imaginer que si vous faites la même chose avec que des charges positives, vous aurez un certain courant, parce que vous aurez un certain mouvement de charge. Mais du fait que vous avez des charges positives et des charges négatives, vous avez doublement ce courant. Ce qui compte, c'est le nombre de charges nettes. Donc que vous ayez, c'est comme quand vous faisiez le transport membranaire, que vous ayez une charge positive qui va dans ce sens ou une charge négative qui va dans ce sens, du point de vue d'une unité de courant, c'est la même chose. Et il faut prendre ces deux trucs en compte. Donc dans votre calcul du nombre de charges, il fallait faire 2 fois le nombre. Alors, ils sont tous les deux porteurs de la même charge en nombre absolu, en signe opposé, mais du coup, il fallait faire 2 fois, il fallait faire le nombre d'atomes total, le nombre d'ions total, donc c'est-à-dire 2 fois 3 10 puissance 16, chacun étant porteur d'une charge de 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et du coup, ça vous donnait l'intensité. OK. Et voilà. Encore une fois, je vais pas, le calcul qui vous a été donné, il est écrit, donc je ne vais pas refaire à la calculatrice, mais. Mais juste une question, si là par exemple on avait Na et c'était disons 2+, là on aurait dû faire x2 le 1,6 fois 10 puissance moins 19. Alors, si tu avais eu du Mg2+, par exemple, ouais. Mg2+ et Cl-, en fait, tu aurais dû faire en gros, tu aurais dû faire 2 fois. On va faire juste correctement. On va faire. En gros, tu aurais dit qu'il y avait 3 10 puissance 16 ions magnésium, chacun porteur d'une charge de 2 fois 1,6 10-19. C'est la charge de chaque ion magnésium. Mais il aurait fallu aussi rajouter tes ions chlore, chacun porteur de 1 fois 1,6 10 puissance moins 19. Donc en fait, au final, tu aurais fait, au lieu d'avoir un x2 ici, il y aurait eu un x3, parce que tu veux, tu as deux charges portées par le magnésium et une charge portée par le chlore. Sauf qu'en pratique, une solution est neutre. Donc en pratique, s'il y avait eu du Mg2+ et du Cl-, tu aurais probablement eu un autre anion, du HCO3-, par exemple. Ok, merci. Voilà. Alors, vitesse des électrons. Alors, dans cet exo, je pense qu'il fallait faire un dessin. On vous donnait l'intensité I égale 2 ampères. Et puis, on vous donnait aussi la densité de charge qu'il y avait dans ce métal.
Voilà. Donc 2 ampères, c'est égal à dQ sur dt, enfin Q sur T. D'accord. Le nombre de charges, ça, on va l'avoir avec quoi? On va l'avoir avec la densité de, en fait, la densité de charge, du coup, c'est-à-dire 8,5 10 puissance 28 fois le volume. Donc pi fois r au carré fois L. Voilà. Et puis T, c'est ce qu'on cherche, quoi. Voilà, donc I, c'est dQ sur dt. Q obtenu par la densité de charge volumique fois le volume. Et puis, on obtient le temps. Ça vous va? Alors, c'est des calculs, hein, c'est un petit peu... on peut toujours se tromper à la calculatrice, mais sur le principe, c'était I égale dQ sur dt. Pas de questions pour celle-là? C'est tout bon pour moi. Ouais. Ouais, moi j'ai fait un petit peu le raisonnement de celui d'avant. Comment? Je peux nous donner... Ouais, pour calculer le delta Q, Ouais. ou bien la charge, j'ai multiplié justement le volume, mètre cube. Là. Ah oui, pardon. Oui, il faut multiplier par la charge de... Oui, là, c'était le nombre d'électrons que j'ai mis, donc il faut effectivement multiplier par 1,6 10 moins 19. Oui, oui. Ah, voilà. Oui, excuse-moi, j'ai oublié ça. Oui, parce que effectivement, Okay. là, c'était le nombre d'électrons, et puis dans l'intensité des Q sur dt, il faut prendre le nombre de charges en coulomb, et effectivement, bien sûr, multiplier par la charge de chaque électron. Bien vu. Donc oui, là pour le coup, j'ai pas fait le calcul, c'est pour ça que je me rends compte de l'erreur. Mais du coup, T serait égal, en gros, si on fait le calcul, 8,5 10 28 fois pi fois 10 moins 3 au carré, ça fait 10 moins 6, fois L qui vaut 1, fois 1,6 10 moins 19, le tout divisé par 2. Normalement, c'est ça. Merci. Ok. Alors maintenant, le filament de voiture. En fait, ça, il me semble que c'est encore la même chose, hein. C'est R égale rho L sur S, c'est ça, hein. Oui. Ouais, donc finalement, c'est la même application. Alors, la seule difficulté, c'est qu'on vous donnait la donnée à la fin de l'énoncé, la résistivité. Mais en soi, la surface, elle vous était donnée. Non, elle vous était pas donnée, c'est ce qu'on cherchait. La longueur, elle vous était donnée. C'était du 4 10 moins 2 mètres. La résistance, c'était 0,35. Et puis, voilà, on vous donnait la résistivité et vous trouviez la surface L égale ça, hein. Sachant que la surface, c'est pi R2. Ben voilà, vous divisiez ce résultat par pi, vous prenez la racine et vous obtenez le rayon. Et puis là, vous trouvez quelque chose en 0,45 et vous dites, ah zut, mais eh oui, parce que là, en fait, on vous propose les diamètres. Donc, il faut prendre 2 fois le rayon. Et puis, en tout cas, avec l'ordre de grandeur, normalement, vous retrouviez la bonne réponse. Il me semble que c'était... Je me souviens plus si c'était la A ou la B, mais il faut trouver un truc comme ça. Là. C'était la A, hein, ouais. Juste, il n'y a rien à voir avec ça, mais juste pour éclaircir, parce que ça m'a fait un petit peu consulter ces rappels de mathématiques. Et puis, quand on a un cylindre, puis calculer la surface du cylindre, du tout entier. Ouais. Quand on parle de, là c'est écrit 2 pi R, et après entre parenthèses, R plus H.
Ah ouais. C'est tel quel, c'est 2πr fois, Alors, ouvrir parenthèse et additionner le rayon. ouais, Non, alors, bonne question. Alors, toi, tu veux calculer la surface de ça et la surface de ça, enfin, oui, tout total. Alors, bon, déjà, juste un truc, effectivement. parce que Donc, moi, je crois que je ferais les deux ronds et j'additionnerais le reste, quoi, pour faire ça. exactement, ça paraît plus logique de faire pierre carrée deux Fois fois 2, plus deux pierres fois h. IR et L. Oh, vache, ouais. Ouais, ça paraît plus logique. En fait, là, si tu factorises, ça fait 2 pi r. Là, il est facteur de, bah, tu as un r encore qui est ici. Et puis Ah, ici, maintenant, je le vois. Ok, merci. Merci beaucoup. voilà. Non, Mais ceci c'était tout dit, bête, mais... t'embête pas trop avec cette formule. Moi, c'est une formule que en soi, c'est une formule calculer la surface totale d'un cylindre. Tu ne la- On n'a pas besoin. En Merci. physique, tu ne la rencontreras jamais. Pourquoi? Parce que comme tu l'as vu, soit tu es dans un cas où tu regardes la section et tu vas t'intéresser à la section, pierre 2, soit tu es dans un cas où tu vas, par exemple, quand on fait le théorème de Gauss, où tu vas regarder que la surface latérale, et à ce moment-là, ce sera 2 pi r fois h. C'est très rare que tu doives utiliser ça, et même si c'est le cas, tu peux toujours faire la somme comme tu l'as proposé. Ok, merci. C'était juste pour comprendre Ouais. au cas où. Mais voilà, j'ai compris aussi que ça sera peut-être pas à utiliser. Merci. Voilà, donc celui-là, je pense que c'était un peu une redite par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. C'est R égale ρ L sur S, puis c'est tout. Ensuite, on a un thermomètre, le radiateur, ok. Donc, alors, thermomètre, là, vous avez une formule, c'est que ρ, ça vous donne la résistivité d'un matériau en fonction de la température, qui est égale à ρ0 fois 1 plus alpha T, si je ne me trompe pas. D'accord. Et alors, juste avant qu'on commence, moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà, vous pouvez vous dire que si vous multipliez par L sur S les deux côtés de l'équation, en fait, ça revient à avoir R de T est égal à R0 fois 1 plus alpha T. Et alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est alors je distribue le R0 de chaque côté. Donc, ça me fait ici, ça me fait R0 plus R0 alpha T. Ici, ça donne R0 plus R0 alpha T. Et du coup, si je passe R de T moins R0, ça me fait R0 alpha T. Bon, tout ça pour dire que delta R sur... Alors, qu'est-ce que je raconte là? Delta R sur R égale T sur... Enfin, alpha T, mais vous avez vu que ce alpha, c'était 1 sur 273, quoi. Voilà, bon, je sais pas si ça vous aide, mais bon, moi je préfère retenir les formules sous cette forme-là, mais parfois ça fait gagner du temps. Bref, on verra si ça va nous être utile dans ce cas-là. Donc là, on vous dit que, en tout cas, à 0 degré, la résistance, elle vaut 30 ohms. Et initialement, le courant, c'est 155 milliampères. Bon, 5 volts, ça c'est toujours le cas, hein. Donc en gros, on vous donne le courant I1, enfin I2, on vous donne les intensités, sous-entendu, on va vous donner les résistances à chaque fois. Donc la résistance initiale, c'est la tension initiale sur l'intensité initiale, 0,151. Et ça vous donnait une certaine valeur. Alors, je ne sais plus combien ça... Je crois que ça valait 30, peut-être 33 ou 30... Je ne sais plus si c'était 33 ou 35, mais ça vous donnait une certaine résistance.
33. Quelqu'un a trouvé, non? 33. 33, hein, 33. 32 et quelques. Ok. 33 ohms, ok. Et du coup, si vous remplacez ça là-dedans, si vous remplacez ça dans cette formule, bah, vous écrivez 33 égale 30 fois 1 plus alpha t, et puis vous trouviez la température, et puis normalement ça vous donne 25 degrés. Ça donnait bien ça pour tout le monde? Oui. Ouais, ok. Donc, comme je vous disais, cette formule, parfois, elle est plus rapide, parce que là, vous faites delta R sur R. Delta R sur R, ça vous donne directement la différence de résistance, c'est 33 moins 30, ça fait 3. 3 sur la résistance, ça fait 3 sur 30. 3 sur 30, ça fait un dixième. Un dixième, c'est égal à T sur 273. Bon, du coup, j'ai fait une approximation parce que le alpha, c'est pas tout à fait le même, mais là, avec cette formule, en tout cas, ça me donnait 27 degrés. Bon, c'est pas très loin, du coup, c'est pour ça que je l'aurais considéré comme juste. Juste pour comprendre ta formule, je pense que j'ai dû louper là. C'est le delta R. Delta R sur Comment tu R. passes de la avant-dernière pour la dernière? Alors, j'ai divisé par... en fait, R0, là, il était ici et ici. Du coup, j'ai retranché celui-ci de ce côté, mais maintenant, je divise par R0 tout ça. Donc, R de T moins R0, c'est delta R. Et je divise par R, pardon, par R0, delta R sur R0. Et ça me donne alpha T. Et ce alpha, vous avez vu, alors le alpha, là, il était donné alpha 0, tac. Voilà, bon, j'aurais pas dû mettre 1 sur 273, j'aurais dû laisser alpha T. Ouais. Voilà. Mais c'était justement le T sur 273 que je voulais comprendre. Ah, en gros, c'est juste que si tu fais 1 sur 273, ça vaut à peu près ça. C'est juste... Mais moi, comment tu sais ça? bah, il avait dit dans le cours. C'est que pour la platine alors? Ah bah ouais, pour le coup. Non, mais en fait, justement, c'est pour ça que je trouve pas exactement. Avec le 1 sur 273, tu vois, je trouvais 27,3 degrés, ce qui n'est pas tout à fait la réponse juste. Donc. Parce que sinon, il doit toujours nous donner le alpha de chaque. Ouais, je pense qu'il va vous donner le alpha, Okay. effectivement. Ouais. Ok, merci. C'était juste pour comprendre. Mais au moins, on aurait une approximation. Ouais, je ne sais pas pourquoi il en avait parlé, parce que c'est vrai que dans tous les cas, il va vous le donner. Hein, donc, il n'y a pas besoin de retenir ça. Merci. Mais par exemple, là, en examen, si tu trouves 27, pourquoi tu dis que c'est juste si la réponse est 25? Non, mais effectivement, non. En examen, on ne considérerait pas ça comme juste. Moi, en fait, souvent, j'ai... comment dire? C'est juste que là, quand je fais les exos, si tu veux, vu que j'ai pas de calculatrice avec moi, je fais un peu au feeling, mais il faut pas faire comme ça à l'examen. C'est-à-dire qu'en gros, à l'examen, il faut raisonner avec les chiffres significatifs. C'est-à-dire que si, avec les chiffres significatifs, bon, là, tu vois, on te dit, en gros, bon, là, c'était assez... non, bon, là, on te donne 25. Donc, ça veut dire qu'en gros, bah, si ton chiffre, c'est 26, c'est faux. Si ton chiffre, c'est 24, c'est faux. Voilà. Ok. Ouais, Mais si c'est par exemple 24,6? Ah bah là, genre... là c'est juste, ouais. Pour le coup, la réponse devient juste parce qu'on te donne ici, on te donne quelque chose à l'unité, donc il faut que tu prennes, toi, ton résultat à l'unité. Okay. Mais même, on aurait pu avoir genre 3 options, 4 options, n'importe, genre 27, 37, 47 et 57. Et puis là, le plus proche, c'est quand même le... Oh, 25, je veux dire 25, 37, 47, 57. Et puis le plus proche, c'est quand même de 25, c'est le 27, tu vois? Alors, pour une type A, oui. Okay. Mais ce qui est compliqué, parce que ouais, donc type A, de toute façon, c'est la plus juste. Et
Donc, alors après, on ne te mettrait pas 27, 37, 47, et puis là, toutes les réponses sont fausses, tu vois. Ça, je pense pas. Mais, pour une type A, en général, il n'y a pas ce problème-là. Mais c'est vrai que c'est plutôt pour les questions de type K'. On se dit, mais est-ce que ils veulent que je mette juste ou pas? Et là, ce qui fait foi, c'est vraiment le nombre de chiffres significatifs qu'on vous propose ici, quoi. Ouais. Voilà, donc vous avez vu que la résistance, elle augmente avec la température. Donc, quand vous êtes à T2, température T2, ouais, pardon. L'intensité ici, I2, est plus faible. Donc, si la résistance est plus faible, I2, ça veut dire que R2 a augmenté, hein, entre l'instant 1 et 2, si mon intensité a diminué, parce que ça fait blocage, hein, donc ma résistance, elle a augmenté. On le voit avec la formule R égale U sur. Si l'intensité diminue, la résistance augmente. Et si j'ai... du coup, ça, c'était la proposition B, hein, la résistance du thermomètre est inférieure, non, elle est supérieure. Et la D, on peut l'éliminer parce que la résistance du thermomètre à T3 égale moins 5 degrés est égale à 32 ohms. On a vu que la résistance, elle augmente avec la température. Donc, si vous êtes à 30 ohms à 0 degré, vous ne pouvez pas être à 32 ohms à moins 5 degrés. La résistance, elle augmente avec la température. Donc, plus c'est froid, plus elle est faible. Plus c'est chaud, plus elle est grande. Donc ça ne peut pas être vrai. Après, la température finale du four, est-ce qu'elle vaut 120 degrés? Enfin, vous faites la même chose. Vous faites R égale U sur I. Là, au lieu d'avoir 33, vous trouvez autre chose. Peut-être 35, 40. Je ne sais pas si vous avez fait le calcul. Et après, vous faites exactement le même calcul, hein, avec cette, vous remplacez ici par ce que vous avez trouvé et ça vous donne la température. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à ça. Non. Ok. Dans ce cas, il ne nous reste que cette question. On vous donne une résistance, on vous donne une tension U, et vous voulez une puissance en watts. Pardon, une puissance. Non, pardon, oui, c'est ça, une puissance. Et la formule de la puissance, c'est la tension fois l'intensité. Donc la tension, vous l'avez, l'intensité, vous ne l'avez pas encore. Et ça, vous allez l'avoir avec le Ladome, vu que U égale RI, vous pouvez en déduire que I serait égal à U sur R. Du coup, en remplaçant, ça fait U fois U sur R. Donc U2 sur R. Donc vous faites 240 au carré sur 60 et ça vous donnera bien la puissance nécessaire. Et il me semble que c'était la D. Là. Question par rapport à cette puissance qu'on peut calculer. La puissance générale, c'est U fois I. Hein. Donc après, est-ce qu'on prend RI carré ou est-ce qu'on prend U2 sur R? Ça dépend ce qu'on a dans les données, quoi. Ok. Bon, et puis là, il me semble que c'est un petit peu, ça revient un peu à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc la résistance, toujours pareil, on revient à notre équation U égale RI. R, c'est U sur I. Donc la haute tension, on vous disait que c'était 10 000 volts. Et l'intensité, c'était 6 ampères. Donc ça vous donnait cette résistance. Voilà. Pour la charge Q, vous utilisez cette formule qui est que l'intensité, par définition, c'est la charge par unité de temps.
Donc la charge Q, ça va être l'intensité, 6 ampères, fois le temps pendant lequel j'applique, 10 fois 10-3. Et combien d'électrons passent du coup, vous prenez cette charge-là, et vu qu'il y a 1,6 10-19 coulombs par électron, il faut diviser par ce 1,6 10-19 pour avoir le nombre d'électrons. Et bon, après, à la D, c'était un petit peu qualitatif, mais en gros, l'idée, c'est que vu que votre puissance, elle varie comme RI2, si vous augmentez votre résistance comme ça, vous allez augmenter votre puissance, et puis ça va impliquer des brûlures. Voilà, c'est ce qui est dit dans la correction. Encore une fois, c'est un peu qualitatif, c'est plus pour faire le lien avec la médecine, mais je pense pas qu'on peut demander ça à l'examen. Voilà, donc là, je pense que vous avez fini avec le prof, là, l'électrocinétique. Là, vous allez attaquer le magnétisme, il me semble, non? Donc, j'espère que vous avez bien compris. Je pense que l'électrocinétique, c'était peut-être moins dur que l'électrostatique avec Gauss, tout ça, mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'étais pas au début, je sais pas si alors, j'ai pas appris, mais juste, je voulais te demander juste, c'est par convention que le moment dipolaire va de moins à plus et puis qui est inverse au champ électrique, c'est par convention? Parce que j'ai pas, je sais que c'est comme ça, mais j'ai pas trop compris pourquoi il faut le prendre le moment dipolaire de la charge moins à la charge alors, positive. en gros, effectivement, un dipôle, tu as moins une charge négative, une charge positive, et puis on définit ce vecteur P comme ça. Mais c'est une convention. Ça, c'est une convention qui te permet de dire que le moment, c'est égal à P vectoriellement E, tu vois. Donc, c'est assez pratique d'avoir choisi cette convention, parce que si jamais Après, s'ils sont perpendiculaires. Voilà, si quelqu'un avait dit, imagine que dans un autre pays, ils avaient convenu que P doit être du plus au moins, après, ils se retrouvent dans la formule du moment avec un moins P scalaire E, un moins P vectoriel E, ce serait pas très logique. Enfin, en tout cas, ce serait un petit peu s'encombrer avec des signes. Du coup, on a trouvé que c'était plus simple de définir le moment dipolaire comme ça, en allant du moins au plus. Ouais. Mais je crois que, donc ça, c'est plus simple pour nous en physique, en tout cas. Mais je crois qu'il y a d'autres conventions. Je crois qu'en chimie organique, ils utilisaient une autre convention, prof. Donc, voilà. Ok. Et puis l'autre chose, c'est sur le formulaire. Tu commences toujours par ça, mais je ne sais pas si... Parce que là, il y a le lien entre le potentiel électrique et le champ électrique. E égale moins... pour moi, c'est un gradient. Ah oui, gradient de V. Ouais. Et puis, je n'ai pas compris ça. Vu que tu commences toujours par le formulaire, je voulais profiter bonne idée, de ça. Ouais, alors te ça, demander. les gradients, en fait, on peut le voir de deux façons. On peut le voir si j'ai... En gros, ce qui est pratique, c'est que on a inventé cette notion de potentiel parce que c'est assez pratique. Le potentiel, c'est une fonction qui, à n'importe quel point de l'espace, va assigner une certaine valeur V égale, etc. Donc, en fait, tu peux connaître, enfin, si tu connais en tout point ton potentiel V, ça va être facile parce que tu vas pouvoir dessiner ton champ électrique E avec cette formule E qui est égale à moins, alors moi je préfère l'écrire comme ça, moins gradient de V. Donc, si on prend un exemple concret, quand tu avais une plaque comme ça,
positivement chargée. Est-ce que tu te souviens, tu te souviens probablement pas, parce que c'était pas à retenir, mais en gros, ce qu'on avait montré la dernière fois, c'est que V, ici, on avait dit que par exemple, il pouvait être égal à 0. Et puis, on a dit le potentiel, il diminue comme ça. Il diminue quand je m'éloigne de la plaque. Et l'expression du potentiel, on avait dit, on peut dire que c'est moins, alors attends, sigma sur 2 epsilon 0 fois x. Voilà, x est cette distance-là. Voilà, imagine que je te donne ça. Je te dis, voilà, le potentiel V, en n'importe quel point, tu prends son X, la distance à la plaque, le potentiel, c'est ça. Et bien à ce moment-là, tu peux dire, OK, bah, E, c'est moins gradient de V. Alors le gradient, ouais, en mathématiques, je ne sais pas si tu sais, mais en gros, quand tu as une dimension, c'est dV sur dx. Et après, tu prends un vecteur unitaire qui pointe vers x. Donc là, si je fais dv sur dx, je fais la dérivée du potentiel par rapport à x, et je multiplie par moins par moins plus, ça va me faire sigma. La dérivée de ça, c'est la dérivée de x, c'est 1. Donc en fait, tu vas te retrouver avec sigma sur 2 epsilon 0, fois un vecteur unitaire qui pointe vers l'axe des x. Donc ça, en fait, ça m'a donné le champ, là, tu vois. Pardon. J'ai mis un signe égal qui n'a pas lieu d'être. Ici, c'est du coup E égale. Voilà. Donc en fait, à partir du potentiel V, j'en ai déduit E. Et bon, alors là, c'est le cas simple d'une plaque, mais ça s'applique partout, en fait. Ok, alors on peut dire que le champ est la dérivée du potentiel électrique. Exactement. Alors, le champ est la dérivée du potentiel, mais en fait, c'est pas tout à fait pareil parce que si tu veux, le gradient, en fait, si tu veux, le gradient, c'est un opérateur qui prend une fonction. Ça prend une fonction, et ça te retourne un vecteur, le gradient. Tu vois. Alors, pourquoi ça te retourne un vecteur? Parce qu'en fait, le gradient, ça prend la fonction. C'est un opérateur qui prend la fonction. Donc, une fonction de x, de y et de z, tu vois, les coordonnées de l'espace, et qui va te retourner un vecteur avec une composante sur x, une composante sur y et une composante sur z. La composante sur x, elle va être égale à la dérivée de la fonction par rapport à x, la composante sur y, la dérivée par rapport à y, et la composante sur z, la dérivée par rapport à z. Mais bon, ça c'est là où c'est, comment dire, on commence c'est du programme de physique, ça. On n'a plus besoin vraiment de savoir ça pour la médecine. Ok, c'est que je voulais traduire par des mots l'expression mathématique qu'on voit là sur le formulaire. Le champ électrique, en fait, il est égal à la diminution du gradient du potentiel, c'est ça? En gros, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que plus le potentiel il augmente rapidement sur une petite distance, hein, dv sur dx, plus dx est plus petit ou dv est grand, plus le potentiel augmente rapidement sur une petite distance, plus le champ électrique va être grand, plus la force va être grande. Ouais. Ok. Et E, ils pointent toujours dans la direction où V augmente le plus rapidement. Imagine que ton potentiel, ton potentiel, voilà, imagine que tu veux savoir tu veux savoir la direction du champ électrique ici. Bah, si le potentiel il est vachement élevé ici, bah, en gros ton champ électrique il va pointer vers là, quoi. C'est peut-être pas très clair sur ce schéma, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que eux ils pointent vers la direction où le potentiel augmente le plus rapidement. Bon, après, tous ces
formule théorique, honnêtement, moi je trouve que c'est... Enfin, on vous met des opérateurs pour avoir des choses qui sont exactes, parce que sinon ce serait des approximations. Mais vous, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le flux de E, c'est E fois S si... enfin, c'est E fois... Si prépendiculaire. Ouais, voilà, E fois S si la surface est perpendiculaire à E, donc si le vecteur surface est parallèle, voilà. Et puis, ça ne se présente pas que ça ne soit pas. Hein. Alors, alors, ça peut être complètement l'inverse, comme on a dit tout à l'heure pour le condensateur. Là, tu avais E et le vecteur surface qui étaient parallèles, ou alors E et le vecteur surface qui sont perpendiculaires. Mais ça ne va pas se présenter que ce sera complètement de travers. Ouais. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que au lieu de retenir cette expression-là, enfin, au lieu de l'appliquer, parce qu'on vous demande probablement pas de l'appliquer non plus, c'est que le travail pour aller de A à B, c'est égal à l'énergie potentielle en B moins l'énergie potentielle en A, qui est égal à Q fois VB moins VA. Voilà. Peut-être juste ça. Mais effectivement, c'est pas les choses les plus importantes à retenir, ça. Donc ouais, c'est pas facile hein, l'électrostatique au début, mais bon, refaites les exos une fois, 2 fois, 3 fois, et puis je pense que après ça ira mieux. D'autres questions? Moi aussi, j'avais une question, mais c'était, enfin, ça n'a pas Ah oui. vraiment de rapport. Enfin, c'est par rapport. Enfin, il y a aussi l'autre truc, mais enfin, je crois que j'ai compris l'autre truc, mais là, c'était par rapport à l'électrocardiogramme et Ouais. comment ça marchait, parce qu'en fait, j'ai pas trop compris pourquoi c'est. Enfin, ok, le cœur c'est une pile, mais j'ai pas trop compris ce que ça venait faire ici, puis avec les potentiels Le quand c'est en défibrillateur dérivation. ou le défibrillateur, tu veux dire? Non, l'électrocardiogramme, Ah, il en le a parlé CG? aussi dans le cours. Oui, voilà. Ah, ok. On a eu dans le cours aujourd'hui. Ah, il vous a parlé de l'ECG, d'accord, ok. Ouais. Alors, oula, alors là, s'il faut que je te démonte le CG, ça va être tendu, mais attends, je vais... ouais, alors, le CG, ouais, comment on interprète ça déjà? Euh, en gros, je ne sais pas comment il vous l'a montré, mais ouais, ce que j'ai retenu, c'est plutôt ce qui vous a été expliqué en SMB. C'est-à-dire qu'en gros, tu as des charges, tu as des charges négatives qui vont sortir, et puis du coup, en gros, si tu as des charges négatives qui sortent, à un moment, en gros, tu vas avoir plein de petits dipôles comme ça. Et puis après, quand tu fais la somme de tous tes dipôles sur tout ton myocarde, ça va avoir un certain axe. Et puis après, évidemment, si tu n'as que certaines parties qui sont dépolarisées, bah, tu vas avoir un dipôle moyen qui sera peut-être, je sais pas, imaginons, je fais n'importe quoi, mais imaginons un dipôle comme ça. Si tu fais la somme de tout ça, alors que si à d'autres moments tu as tout ton myocarde qui est dépolarisé, peut-être que ton dipôle moyen il sera comme ça. Euh, et du coup, tu peux mesurer ce dipôle moyen. Et alors, tu peux mesurer ce dipôle moyen avec le CG. Alors après, alors comment on fait, ouais, comment on traduit ça en termes de potentiel? Ça, il faudrait que je regarde plus précisément. Je suis pas exactement sûr, mais le plus clair pour moi, c'était quand il en avait parlé à Renbury dans son cours. Euh, Ouais, je crois que je vais revoir juste parce que en fait là il a juste parlé de ça, mais juste. mais c'est Enfin, vrai qu'il fait pas trop. Non, mais tu as raison. Même dans le cours de Renbury, il fait pas trop le lien entre dipôle et potentiel. Il faisait un petit peu la différence entre la différence de potentiel à travers notre corps. Ça serait la résistance entre le VL et VR, tu vois, pour qu'on regarde après qu'est-ce que ça donne comme courbe ECG. Mais c'est vrai que ça revient au cours de SMB. Ouais, ouais, je veux pas dire de bêtises là, mais
vais pas dire de bêtises, mais probablement que, si tu veux, quand tu as un dipôle moyen, tu peux trouver le potentiel qui correspond. Parce que tout dipôle crée un champ électrique et tout champ électrique est associé à un potentiel. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, ça marche. Merci. Donc, en gros, indirectement, ce qu'on fait au lieu de mesurer ce dipôle, on voudrait mesurer le champ électrique, mais ce qu'on le fait, c'est qu'on mesure en faisant une différence de potentiel. Je pense que c'est peut-être le plus simple. Mais du coup, je vais regarder ton schéma, là, j'ai oublié ça. Voilà. Alors. Attends, juste. Voilà, donc tu avais une question par rapport à ça, non? Oui, c'était ça. Et en fait, pourquoi, quand on est dans l'espace, ils disent que c'est obligatoirement égal à 0, alors que si on se met juste à la surface, par exemple, de la première sphère, bah, du coup, on aurait un champ différent de 0. Enfin, ouais, ça. Ouais, alors c'est des sphères conductrices, ça, non? Oui, c'était ça. C'était, ouais. Oui, c'était. Enfin, l'exercice, c'était sphère chargée, concentrique, et puis il fallait trouver le E quand on était dans certains espaces. Ouais. Bon, alors, dans la sphère, effectivement, c'est nul parce que c'est un conducteur. Ouais. Ouais, Ça c'est bon. ouais. Ouais. Et après, donc, quand je suis à la surface ou à l'extérieur, là, je peux appliquer le théorème de Gauss. Ouais. Ok. En fait, le théorème de Gauss, je peux l'appliquer tout le temps, hein. Si tu veux, le théorème de Gauss, j'aurais pu l'appliquer ici aussi, mais le problème, c'est que je ne connais pas la charge qui est ici. Moi, je sais qu'il y a 2Q en tout, mais je sais pas la charge qui est là. Je sais pas comment elles se sont réparties à l'intérieur. Tu vois. Donc, c'est pour ça que dans le conducteur, je dis tout simplement le fait que E est nul dans le conducteur. Par contre, quand je suis plus dans le conducteur, mais dans l'air, bah, je peux pas dire que E est nul, j'en sais rien. Donc, j'applique le théorème de Gauss. J'applique le théorème de Gauss sur cette surface-là, et ça me dit que donc E fois 4 pi R2 sera égal à la charge qui est contenue dans cette surface-là, c'est-à-dire 2Q sur epsilon 0. Donc E sera égal à 2Q sur 4 pi epsilon 0 R2. Ouais. Ok, mais du coup, dans le troisième espace, Ah bah à là, l'intérieur, je suis dans un conducteur à nouveau. et du coup, c'est aussi égal à 0. Ouais. Ok, ça Le champ est marche. toujours nul dans le conducteur. Ok, merci. Alors dans cet exo, il faut garder en tête un truc, je crois que le truc subtil, c'est que 2Q, c'est la charge totale. Mais en fait, en réalité, tu pourrais très bien imaginer que tu as, imagine, 3Q plus moins Q, ça fait 2Q, hein, et que et tout ça se répartisse de manière à satisfaire toutes les contraintes, quoi. Mais, moi, je te dis ça, je ne sais plus exactement les questions qui sont posées dans l'exo, mais je sais qu'il Mais faut... du coup, ouais, c'était, enfin, si on faisait la charge en tout, ça faisait juste Q parce qu'on faisait 2Q plus moins Q. Du coup, ça faisait, enfin, la charge interne. Ouais, c'était ça. Enfin, Ah, en 4, tu veux dire? ouais, voilà, c'était ça. Ouais. En 4. Ah, il me semblait qu'il y avait aussi une autre question où c'était encore plus vicieux que ça, mais peut-être pas. Ouais. Peut-être que c'est un autre exo, là. Ok. Merci. Ok, pas de souci. D'autres questions? Non? Ok, bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne après-midi et puis à bientôt pour le magnétisme, alors. Merci beaucoup. Mm. Salut! Merci beaucoup.